Donc, lorsque je vous en ai parlé, immédiatement est venu pour vous le film de Pasolini, Théorème, et donc on va converser, si vous voulez bien, sur ce choix, sur l'intérêt de ce film pour vous et comment, à la fois Pasolini et à la fois le film Théorème ont une importance particulière dans votre vie d'artiste aujourd'hui. Vous baignez en quelque sorte dans cette œuvre et que ça vous interroge pour votre travail. Donc la première question, histoire d'enclencher la soirée, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez vu ce film, Théorème? Oui, alors bonsoir et je voulais juste faire une allusion au lieu où on est, parce que tout a à voir et rien n'est par hasard, c'est le lieu que je découvre et c'est très étrange que d'avoir cette conversation dans un cabinet d'analyste. Et on verra pourquoi, parce que pour moi, il y a vraiment un univers psychique pasolinien qui, qui justement s'est construit au fur et à mesure que adolescente, j'ai approché son œuvre d'abord cinématographique, ensuite poétique, et quelque chose s'est construit dans la pensée autant que dans la sensualité des images. Et donc c'est assez amusant d'être dans cet endroit qui, je pense, a reçu tant de paroles. La première fois que j'ai vu Théorème, je pense que c'est au cinéma rue de l'École de médecine, au quartier latin. J'étais arrivée à Paris depuis peu de temps et ce dont je me souviens, c'est que j'ai vu deux séances et demie d'affilée, parce qu'à l'époque, évidemment, il n'était pas question, dans les années 70, de pouvoir revenir à un film. Donc, on avait une espèce d'ardeur, de regard passionné. On voulait être absolument impressionné par l'image que l'on recevait. Le cinéma est fait pour ça, qui réfracte la lumière, et on avait l'impression que ça allait s'imprimer en nous. Donc j'ai regardé Théorème une première fois comme un événement surprenant, et à la deuxième séance où je n'ai pas bougé de mon fauteuil, j'ai vraiment voulu que ça m'impressionne dans tous les sens du terme, et ça a eu lieu. Ça a eu lieu parce que ce film ne m'a jamais vraiment quittée, tout comme l'œuvre de Pasolini que je connaissais par fragments adolescente, et, et à chaque fois, cette œuvre se réveille à chaque occasion de mise en scène, d'une façon ou d'une autre, d'une façon furtive. Il me pousse à revenir à l'essentiel. Il disait: «Je fais un cinéma de poésie», et je me dis à chaque fois, il faut que le geste théâtral soit un geste poétique, ou alors ça n'est rien, ça n'est qu'une mise en place, ça n'est qu'un geste professionnel et d'adresse professionnelle, et ça n'a à peu près, pour moi, pas grand intérêt, ce savoir-faire-là. En revanche, si imaginer quelque chose sur la scène est revient à la source, que c'est un geste politique, donc forcément transgressif, forcément un peu scandaleux, quelque part quelque chose de, alors là, ça vaut la peine. Et je pense que l'accompagnement de Pasolini, c'est celui-là. Après, on peut évidemment rentrer dans le film et voir la place des images et la puissance, puisque je pense que c'est un film qui impressionne comme beaucoup certains cinémas de cette époque-là. C'est tourné en 68, et je pense immédiatement à l'Éclipse d'Antonioni ou à Blois. C'est cette force poétique, cette puissance de l'image, par elle-même comme une révélation. Et d'ailleurs, c'est un mot que Pasolini emploie très souvent, le mot révélation, et j'aime bien révélation parce qu'avec l'image, évidemment, ça a à voir avec ce moment où on plonge la photographie dans un liquide et que quelque chose apparaît.
avec ce côté magique et chimique. Et c'est quelque chose qui se produit avec les images des films Pasolini. Mais voilà, Théorème, c'est aussi. Vous parlez de gestes poétiques, c'est ça? D'actes poétiques? Oui, il revendique son cinéma comme ça. Il est à cet endroit-là. Je pense que, je pense vraiment que s'il y a une puissance du théâtre, une puissance du cinéma, c'est parce que c'est un geste poétique, c'est-à-dire quelque chose qui est à la fois prophétique et qui n'existait pas juste avant. Alors évidemment, il y a tout un dogma, une méthode, une préméditation au théâtre. Je pense qu'au cinéma, peut-être encore davantage. On ne fait pas trop dans l'improvisation, beaucoup moins. Mais ça fait advenir quelque chose qui n'existait pas. Et Pasolini, quand j'étais adolescente, m'a fait cette promesse-là. Et, et même maintenant, avant même la moindre répétition et le moindre atelier avec des acteurs, il faut être ici et maintenant et il faut qu'advienne quelque chose qui soit de l'ordre de l'aveu et pas du savoir-faire, ni pour les acteurs, ni pour moi-même. Donc, si je vous entends bien, l'épreuve que vous avez faite, quand vous avez vu ce film à Paris, c'est d'être confronté à ce geste, à cet acte poétique, à cette révélation. Oui, c'était que l'image n'était pas simplement la formulation de quelque chose, que c'était pas forcément une construction, que c'était il se produisait avec Pasolini comme il se produisait avec Antonioni, quelque chose de l'ordre comme avec la peinture, c'est-à-dire comme avec un tableau de Masaccio ou de Frangelico, il y a quelque chose qui se met de la révélation, c'est-à-dire que à chaque fois que je revois Théorème, il me semble, je sais que je le connais à présent, puisqu'il m'a accompagné particulièrement, ce film-là, mais à chaque fois, quelque chose se révèle, bien sûr, du scénario lui-même, de l'image, de l'histoire, du récit, de la beauté du montage, du jeu des acteurs, bien sûr, mais au-delà de ça, quelque chose se révèle en moi, du retour à la source qui est, si tu prends la parole, il faut que ce soit un geste poétique, quelque chose qui advient, qui n'était pas avant. Et c'est ce que j'essaie de trouver avec les acteurs, déjà dans la Nef des Fous, qui est la salle de répétition, mais aussi après dans le spectacle et à chaque représentation où nous refaisons les mêmes gestes au plateau et néanmoins quelque chose doit se révéler pour le public et même pour l'artiste et l'acteur et l'actrice. Il faut que quelque chose advienne qui la veille n'existait pas. C'est-à-dire qu'on sort absolument du critère reproductif et au profit de la révélation aussi pour l'artiste lui-même. Quand vous avez vu ce film, donc, pour la première fois, par rapport à la révélation propre à ce film, parce que le film met en scène, propose, impose, par les images, par les mots, mais aussi la musique qui est très présente. Mais comment a été votre réaction? Je suis rentrée de plein-pied parce que j'ai toujours été, passionnée par le cinéma muet et donc ce découpage, ce montage et ces protagonistes qui ne parlent pas, ou si peu, et puis cette espèce de prologue en sépia, puis tout d'un coup, parce que le dialogue arrive, les mots arrivent, la couleur arrive, j'y trouvais mon compte. J'ai trouvé mon compte comme comme dans les grands films muets qui dans nos ciné-clubs de notre adolescence nous ont accompagnés et ont fabriqué vraiment notre univers d'image. Et donc, je me suis tout de suite interrogée sur, et en même temps, j'étais de plein pied avec ce cinéma-là.
pourquoi il ne parle pas? Et c'est si bien qu'il ne parle pas. L'expressivité était d'autant plus forte, leur malaise, alors après évidemment on apprend que, à force de lecture et on apprend que, pour Pasolini, la bourgeoisie n'était pas digne de parler. Il retire la parole à cet esprit petit bourgeois qu'il est. On découvre sa haine de la bourgeoisie et paradoxalement, son goût pour l'être humain. C'est toujours l'ambivalence pasolinienne, c'est-à-dire qu'il dénonce et en même temps il accueille. Et cette bourgeoisie est silencieuse parce que il a cette haine pour la vulgarité bourgeoise, des apparences, de quelque chose qui se dit sans exister et qui ne fait rien exister. Lui, je pense qu'il est tellement marqué par la parole biblique notamment, et on le voit dans tout son cinéma, et même dans Théorème, et surtout dans Théorème, la parole doit faire exister, advenir quelque chose. La parole est profondément ou prophétique ou poétique. Donc cette bourgeoisie qui parle pour ne rien dire, il la fait se taire. Et du coup, on entre encore davantage à l'intérieur des personnages. Mais ce silence est d'une éloquence incroyable. Pourquoi on les regarderait muets, silencieux? Bien sûr, il y a la grande leçon du cinéma muet, mais il y a là une posture artistique très particulière, très étonnante aussi, comme le montage, où sans arrêt, des images, si vous vous souvenez, des images du désert interviennent dans le récit lui-même de l'ici et maintenant. On revient sans arrêt à des images de désert. Et le désert, c'est bien sûr c'est le désert de Jean-Baptiste, c'est le désert d'Isaïe, c'est le désert de celui qui crie dans le désert et qui fera évidemment la fin du film, puisque c'est une famille qui va être dévoyée par l'arrivée d'un envoyé. Et le film va s'achever sur le destin du père qui crie dans le désert. Et à la fois, crier dans le désert, c'est à la fois être prophète et dire que quelque chose va arriver à devenir et changer. Donc il y a aussi ce regard révolutionnaire de Pasolini, simplement dans un montage, avec ce retour à ces images de désert. Quelle liberté dans le dessin, dans le dessin de son scénario, dans le dessin de ce qu'il nous propose, que de quitter le récit par fragments et d'opposer la réalité de cette famille bourgeoise et quelque chose d'absolument psychique, rêvé, qui ne peut pas s'épuiser. Le désert, c'est quelque chose qui ne s'épuise pas. À propos du désert, dans le livre que je montre, Pasolini cite à propos du désert l'Exode 13-18. Dieu fit alors faire un détour au peuple par le chemin du désert. Une phrase que vous connaissez sûrement par votre lecture de la Bible. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Pasolini lui-même le dit, son récit est religieux, son film est religieux. Pour ce marxiste, c'est tout ce paradoxe entre cet artiste à la fois catholique et marxiste. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'ai vu les premières fois Théorème, comme j'étais familière de la parabole, mon éducation protestante, bon, je trouvais que c'était une liberté, certes, mais que c'était une liberté de mettre la parabole à cet endroit au cinéma, là, ce lieu de presque divertissement.
j'aime profondément, bien sûr, j'étais familière, mais j'aime vraiment, cette, comment dire? Ce dessin qu'est la parabole, c'est-à-dire qui vous a qui vous fait avancer dans une soi-disant démonstration et au bout de la démonstration, le mystère est encore plus grand. C'est-à-dire que vous avez appris beaucoup de choses et au final, vous ne savez pas encore. Peut-être que vous en savez encore un peu moins que ce que vous pensiez savoir. Et cette parabole, selon l'époque de sa vie ou le moment de sa journée où on regarde, où on la lit la parabole, où on regarde ce film, on va découvrir une autre vérité. C'est le génie Pasolini de ces images-là, de ce cinéma-là, qui fait que vous n'êtes pas enfermé dans un seul récit, que le questionnement est absolument ouvert et qu'il n'y a pas une seule réponse. Il est à la multiplicité des questions. Et après tout, si je vous racontais le film, si je vous avais raconté le film en sortant du cinéma de la rue de l'École de médecine, et si je vous le raconte aujourd'hui, est-ce que j'aurais vraiment avancé? Je ne sais pas, ma vie aura passé et le film va me dire que ma vie aura passé davantage et que j'aurais été confrontée à cet immuable de la poésie. Mais il me semble, c'est là où on avance dans l'approche du film, c'est que vous seriez d'accord de dire que le film n'assure pas une démonstration. En quelque sorte, il y aurait une question, il y aurait une aventure psychologique, comme on dit, entre des personnages, et à la fin, il y aurait une conclusion, peut-être partielle, peut-être limitée, mais une conclusion. Et que le film relève beaucoup plus, vous l'avez déjà employé, le terme est Pasolini aussi, c'est l'épreuve d'une révélation, plutôt qu'une Oui, démonstration. c'est une expérience, c'est-à-dire Une expérience. c'est une expérience. Il y a une famille bourgeoise et un jeune homme, un envoyé, arrive et par le corps, par la sexualité, par la révélation du corps, va se mettre à révéler à chaque membre de cette famille bourgeoise qui est enfermée dans sa maison, qui est donc enfermée aussi dans une représentation du monde très préservée, avec ses propres codes, va les dévoyer l'un après l'autre par la rencontre des corps. Et ça, c'est quelque chose d'assez inouï. C'est vraiment, oui, fabriquer une parabole où le corps est absolument présent. C'est à la fois, c'est un geste très transgressif parce qu'il s'agit des 2 enfants, il s'agit de la mère, il s'agit du père et il s'agit de la bonne. C'est-à-dire que là aussi, il y a la fracture sociale et le film va se fracturer à un moment donné puisque, la destinée de la famille bourgeoise dévoyée est révélée à elle-même et la révélation recevra la bonne seront absolument différentes et le film, à cet endroit-là, la parabole dévie. C'est-à-dire que la famille bourgeoise, elle va devenir folle, en fait. Chacun va dans la folie. La, la jeune fille de la maison est prise de catalepsie, une espèce de raideur, d'inertie comme ça violente sur son corps. Le fils est révélé à son homosexualité et aussi à son élan artistique. Et il se vide de quelque chose en jetant la peinture en urinant sur sa toile. La mère va sortir d'elle-même et va lever des jeunes garçons sur la voie publique. Et le père va donner son usine et va se retrouver nu, dans tous les sens du terme, nu dans une gare. Et chacun passera par la révélation aussi de la sensualité de son propre corps, mais aussi de la sensualité des objets, des choses. Et notamment, moi qui aime tant faire les costumes des acteurs et accompagner les acteurs à cet endroit-là de la direction d'acteurs, en leur proposant des pièces de costumes. Dans ce film, j'étais extrêmement sensible à voir les vêtements défaits, les vêtements qui sont jetés avant l'amour, qui sont par terre
et ce regard féminin sur les vêtements des hommes épars. Et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce qui se passe dans une loge d'acteurs. L'acteur ou l'actrice, à la fin du jeu, se débarrasse de ses costumes et les jette. Il y a quelque chose comme ça d'étoffe très qui garde encore la trace du corps presque fumante dans les loges. C'est des moments de grande émotion et c'est là que si Pasolini, c'est la puissance des objets, c'est-à-dire les objets du corps sont aussi puissants que le corps, sont aussi transgressifs que le corps lui-même. Et la façon dont la mère regarde les vêtements du jeune homme qu'elle a qu'elle a attrapé sur la route et avec qui elle va faire l'amour, ces vêtements par terre, sont d'une sensualité et sont un véritable événement de sa vie. Donc, à cet endroit, c'est là aussi que l'on voit la puissance poétique de Pasolini au travers de simples objets. Et il est toujours dans les traces, bien sûr. Alors cet envoyé, il révèle à chacun ses failles, son psychisme, et il les dévoie, c'est-à-dire qu'après, ils ne sont plus les mêmes. D'une certaine façon, il est une forme de messie, on pourrait dire là. Et là, Pasolini nous dit absolument le contraire dans ses écrits. Il dit non, 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 c'est pas du tout le Christ. Si c'est quelqu'un qui arrive et qui s'introduit dans cette maison, si c'est un personnage biblique, c'est plutôt Dieu le Père. C'est-à-dire que ce très jeune homme devient le père de chacun des protagonistes. Il y a toujours dans cette inversion quelque chose d'énigmatique chez Pasolini. Le fils qui devient le, le père du père. Et là, on le voit, on le ressent. Et pour qui aime Pasolini, on ressent aussi sa problématique, parce que si la bourgeoisie est son ennemi, si l'idée de cette bourgeoisie qui représente le néo-capitalisme et qui représente l'enfermement est son ennemi, l'autre ennemi, tout de suite après, c'est son père. Dans Sono Uno, qui je suis, qui est son autobiographie admirable, il dit mon père et moi, nous étions de grands ennemis. Et j'ai toujours entendu aussi cette confrontation avec Dieu aussi. Celui qui nous a engendrés devient mon ennemi. Et, et je pense qu'il y a quelque chose du message de la malédiction. Et peut-être aussi que dans cette bourgeoisie, pour Pasolini, il la désigne comme la part maudite de la société. Mais ce qui me vient en vous écoutant, c'est qu'effectivement, on a souvent pensé que le personnage, l'hôte, l'invité, l'étranger, c'était en quelque sorte une figure christique, c'était le Christ. Et justement, Pasolini le récuse, puisqu'au fond, si ça avait été le Christ, ça aurait été la possibilité d'une fin heureuse, tout au moins supposée heureuse, c'est-à-dire un pardon, un rachat, une rédemption, puisque le Christ prend sur lui les péchés des hommes. Par contre, Dieu ne s'est jamais trop risqué à ça lui-même. Il y a le Dieu à la fois, bien sûr, du Nouveau Testament, mais il y a aussi le Dieu de l'Ancien Testament, où la référence à l'Exode de l'indique, c'est-à-dire un Dieu qui n'est pas là pour pardonner, un Dieu qui au fond, peut pousser chacun, non point jusqu'au pardon ou à la rédemption, mais à l'épreuve de sa vérité, en quelque sorte, quelle qu'elle soit. Oui, on pourrait aller très loin dans
l'allégorie religieuse. Oui. Mais je crois qu'on se perdrait un peu. Moi, il me semble, en ce qui me concerne, je ressens, et comme la première fois où j'ai vu ce film et aujourd'hui encore, que c'est la beauté qui, c'est la révélation par la beauté aussi. Terence Stamp et ce choix de Pasolini, de cet acteur si beau, tous les visages, à partir du moment où il a, chacune a été séduit par l'envoyé, les visages des membres de la famille sont comme aussi révélés par la peinture. Il y a une sublimation par la beauté aussi. Et donc, plus que, plus que le religieux, c'est plutôt cette solution-là, par une transcendance qui serait plutôt la beauté plastique, la beauté de l'image, la beauté du film, la beauté de l'art et du geste artistique. Voilà. Je pense que c'est une ruse, la religion, parce que ça nous parle, comme il va aussi utiliser les mythes et les grands mythes antiques pour nous faire entendre. Mais au fond, ce qui l'intéresse, lui, c'est comment on peut sortir, comment la beauté, un instant, peut nous sortir de la mort, euh, qui est si présente tout le temps dans toute son œuvre, qui l'accompagne. Avec la mort, il est vraiment épaule à épaule tout le temps, tout le temps. Donc, il n'y a Oui. rien de futile. Il en fait une expérience religieuse pour dire que justement, la révélation par le corps, la révélation du corps, ça n'a rien de désinvolte. Chez l'être humain, c'est un caractère irrévocable après. Et d'ailleurs, ils sont transformés. Chacun à cet endroit est transformé. Alors évidemment, il y a quelque chose d'un peu diabolique aussi, parce que si on regarde la destinée de chacun des personnages de la famille, des membres de la famille et du personnage qui est la bonne, c'est assez, quand je parle de dévoiement, c'est exactement ça. Il les fait sortir de leur voie pour aller à des endroits qui sont aussi des impasses. Donc il n'y a pas de rédemption, en effet. Il n'y a pas de rédemption, mais ce qui a beaucoup subverti lorsque ce film est sorti, c'est la dimension du corps et de la rencontre sexuelle. Ouais, Et ce n'est pas une rencontre qui a lieu malgré lui l'invité. Au contraire, sans réticence ou hésitation, il les rencontre sexuellement. Alors, le film est plutôt très sobre sur les scènes sexuelles, elles sont assez figées il y a et une grande pudeur il y a une grande pudeur. dans le regard de la caméra Voilà. et sur les corps, et on voit jamais la nudité vraiment, juste des dos, et c'est juste allusif. Mais c'est très présent indépendamment des sexes ou des âges, etc. Puisque le père, le fils, la mère et la bonne. Il y a quelque chose qui fait que la révélation, la transformation et l'épreuve, ça passe aussi par un changement du rapport au corps. Oui, mais ce personnage, cet envoyé, ce jeune homme qui arrive à la suite d'un télégramme et qui va repartir comme il est arrivé, par effacement, comme ça, sans aucune raison. Est-ce qu'il existe vraiment? Pasolini, s'il veut filmer des scènes d'amour, il le fait, il s'en prive pas, il sait faire, il le fait au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, Oui. jusque dans la plus grande cruauté. S'il le fait pas là, c'est que peut-être, est-ce que tout ça est un peu le fantasme de chacun? Est-ce que justement,
Il dit que l'envoyé vient pour détruire. Et peut-être que chacun imagine sa propre destruction. Peut-être que ça n'est jamais que dans leur imaginaire, et que l'envoyé, c'est quelque chose qui vient pour que quelque chose en soi puisse être détruit. Et ça passe par le fantasme de la sexualité. Heu, c'est parce qu'elle est là et elle n'est pas tout à fait là. Absolument, elle n'est pas tout à fait. Elle n'est pas montrée vraiment, elle est comme suggérée alors que c'est un voilà, c'est au cinéma, s'il veut montrer la sexualité dans tout ce qu'elle a de plus cru et de plus réel, comme une forte réalité, Pasolini ne s'en prive pas. Et là, non, c'est une allusion. Et c'est ça que j'aime tant dans ce cinéma, c'est qu'on n'est pas sûr que tout ait lieu. Tout ait eu lieu et tout aura lieu. C'est peut-être dans l'imaginaire de chacun, donc dans notre propre imaginaire, et ça nous renvoie à qu'est-ce que je fais de ces images de cinéma. Je suis voyeur, je suis voyeuse, et qu'est-ce que j'en fais? Et quelle est ma rêverie à cet endroit-là, quand la bonne s'allonge et remonte sa jupe, et qu'on voit juste le dos de la jeune envoyée qui se met sur elle, et puis le désert, une image du désert. C'est c'est le génie pasolinien dans ce film de ne pas tout nous dire, sinon de nous dire: «Mais tu en es où par rapport à cette image que tu vois?» et et j'aime tant les artistes qui laissent à cet endroit la part de liberté du spectateur, de la spectatrice. C'est aussi puissant que la peinture et Y c'est pas peu compris, dire. y compris la peinture classique que vous avez citée. Oui, bien sûr, la peinture italienne pour, Pasolini, c'est la grande référence. Évidemment, on pense toujours à ses références littéraires. Heu, pour le cinéma, c'est le cinéma muet, comme on l'a dit au début de cette conversation. Il aimait tant, bien sûr, Keaton, il aimait Tati aussi. Heu, dans les plans, dans certains plans absolument silencieux, heu, il y a quelque chose, de de l'univers de Tati qui est aussi à un autre endroit, mais qui est aussi dans cette espèce de retenue pour nous laisser avancer et nous dire: «Alors qu'est-ce que tu fais de ces images-là? Qu'est-ce que tu fais de la modernité? Qu'est-ce que tu fais?» c'est c'est là où on voit que le cinéma est poétique, profondément. C'est-à-dire il nous laisse il nous laisse notre part d'imaginaire et il nous laisse à notre misère, j'allais dire. Il révèle la beauté et nous renvoie à notre propre énigme. Alors pour reprendre la référence que vous avez proposée de la scène où Emilia, la bonne, Mmh. remonte sa jupe, bon, c'est au chapitre 7 du livre, il y a bon, le titre va dans le sens de ce que vous dites, le sexe sacré de l'hôte des maîtres. Et à propos de la description de ce qui s'y passe, il écrit à propos de la bonne, donc elle remonte sa jupe et il dit: «Et obéissant aveuglement à son instinct, sans plus de retenue désormais, de façon presque machinale, mue par une sorte d'inspiration plus mystique qu'hystérique, fait remonter sa jupe jusqu'au-dessus du genou». Et il ajoute: «Il semble que ce soit là le seul moyen dont elle dispose, privée de conscience et de parole, et désormais de pudeur, pour se déclarer, offrir quelque chose comme une suppliante au garçon, et du fait même que c'est énorme, tout ceci revêt la pureté et l'humilité d'un acte animal». Vous devez aimer cette phrase, Oui, cette beaucoup. description. Oui, j'aime beaucoup ça. Puis, voilà, là encore, le vêtement, la sainteté du vêtement parce qu'il est sur la peau et il,
le signe qui consiste juste à déplacer une étoffe pour que le sacré ait lieu. Après, oui, quelque chose de primitif aussi, il y a toujours dans les écrits, dans le cinéma de Pasolini, c'est pour ça qu'il aime tant les mythes anciens, il y a quelque chose toujours de primitif. C'est-à-dire que la sexualité a quelque chose d'animal, et parce que c'est animal, c'est sacré. Il y a quelque chose d'assez mystérieux, parce que aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à contester la pulsion, en disant qu'il n'y a rien de beau dans la pulsion, qu'elle devrait être absolument condamnable. C'est beaucoup plus complexe que vous dites. La pulsion, c'est peut-être ce qui nous rattache à la nature, qui fait que l'humanité, voilà, n'est pas dans une immense solitude, elle se rattache à quelque chose de beaucoup plus accompli que la nature. C'est là où Pasolini, le poète, nous met toujours à des carrefours terribles. C'est-à-dire que je pense, ça n'a pas vraiment à voir, et pourtant, en 68, ça il va condamner les étudiants au profit de la police, en disant, les étudiants sont des petits bourgeois qui après repartiront chez leurs parents dans leur confort, et les policiers, eux, c'est des jeunes hommes qui viennent gagner leur vie. Ce sont des prolétaires. Évidemment qu'il s'est mis hors jeu immédiatement, il s'est mis en position d'être attaqué, insulté immédiatement. Il est toujours à l'endroit où on ne l'attend pas, et qui fait qu'il casse notre confort immédiat. Et moi, je me rappelle très bien, adolescente, quand on m'avait rapporté son point de vue, j'étais perdue. Je me dis: «Mais c'est un poète, c'est un grand poète, c'est pas possible, il peut pas être à cet endroit-là». Et précisément, pour toute la vie, il vous met à un endroit d'un carrefour absolument instable, où il n'y a pas qu'une vérité, et que les choses sont tout le temps réversibles. Et on revient à la parabole, en fait. La parabole, on peut l'entendre d'une certaine façon, et on peut l'entendre d'une autre. Est-ce que cet envoyé qui vient dans la famille pour subvertir tout le monde, est-ce qu'il est diabolique? Est-ce qu'il est divin? Est-ce qu'il n'est pas les deux comme nous-mêmes? Et la solution par l'animalité, c'est très fort. C'est aussi une façon, et c'est étonnant de la part d'un homme de mots, MOTS comme Pasolini, qu'il ne mise pas dans le film sur la parole. C'est-à-dire, souvent les films sont très verbeux. On y parle, on y parle, on y explique, on dit pourquoi. C'est-à-dire qu'on fait de la psychologie. Alors que dans la scène qu'il décrit, justement, mais les autres sont construits de la même façon, les mots à la limite ne pourraient être que des récits convenus. Et qu'il y a autre chose qu'il s'agit de faire surgir, qui pourrait être la révélation. Mais c'était pas, mais même dans la position, il dit mystique plus qu'hystérique, de la bonne qui ensuite lévite dans la campagne au-dessus de la ferme, ça se passe absolument sans mots. Et Oui, mais c'est très important. oui, c'est très important. Bien sûr, on peut dire c'est l'expressivité du jeu sans les mots. Bien sûr, ça existe, mais Il n'y a pas que ça. c'est le manque. C'est-à-dire que je pense immédiatement à la peinture de Hantaï, là, à l'instant, comme ça. C'est travailler sur le manque, c'est-à-dire des plis, des replis, et quand on ouvre, c'est-à-dire quand le montage est fini, chez Pasolini, il y a comme des manques. Le récit est entrecoupé, ça saute, il y a des faux raccords, et ce manque-là est tellement plus éloquent et tellement plus puissant qu'un récit linéaire qui nous dirait tout, qui nous expliquerait tout. Il a horreur de la redondance. Il déteste la redondance. Il déteste l'explicatif. Il ne il ne nous amène pas du tout vers ça, et c'est le propre d'une œuvre d'art, que de ne pas tout nous dire.
Et le cinéma muet nous bouleverse, moi me bouleverse précisément parce que il manque quelque chose. Il manque quelque chose à la vie ordinaire. Et du coup, cette vie est extraordinaire. Elle sort des cadres. Et le cinéma muet a une puissance poétique incroyable à cause de ça. Jacques Tati ne s'y est pas trompé non plus, c'est un cinéma où les discours ont si peu de place ou alors ne servent à rien. C'est quelque chose qui moi, m'aura tellement marqué, et dans le cinéma de l'un et de l'autre, que toute une partie du théâtre que j'ai fait sera privée de mots. Parce que cette expressivité-là rejoint les silences mystiques. Et, et que comme je pense qu'il n'y a pas de scène qui ne soit sacrée, même si, et je veux dire surtout dans l'écriture comique, pour que le rire jaillisse vraiment un rire de qualité, j'allais dire de transcendance, il faut justement que les mots se soient épuisés au profit de quelque chose qui ressemble à la fois au sacré et à l'animalité. Qu'il n'y ait plus que le corps pour exprimer les choses. Alors, cette présence du théorème, du film, du livre, elle se retrouve dans un spectacle que vous avez mis en scène et qui a été joué à Marseille et qui va être à nouveau joué à Marseille à partir du 1er, à savoir votre mise en scène du Tartuffe de Molière. Et j'espère vous apprendre, il sera possible à ceux qui nous écoutent, qui habitent la région, d'aller voir avec, je ne l'ai pas demandé, mais c'est un cadeau qui a été fait par le Théâtre de la Criée. Ça sera une somme bien plus faible que le prix d'entrée, et il faudra pour cela mettre un code. Et le code qui a été proposé, c'est Pasolini. On n'arrête pas le programme. On n'arrête pas le programme. Donc vous pourrez vous inscrire, mais je vous l'apprends. Dans le théâtre que vous avez dirigé pendant 11 ans, la durée que décide le ministère pour ceux qui dirigent ce type de structure. La question que je voulais vous poser, c'est que vous avez mis en scène le Tartuffe, nombreux qui sont ceux qui nous regardent et qui l'ont vu sur scène, à Marseille, à Paris ou ailleurs. Vous l'avez mis en miroir d'une certaine façon avec Théorème, même sur l'affiche c'est noté puisque le deuxième E est inversé dans sa symétrie. Et donc, pourquoi quelque part vous avez lu le Tartuffe de Molière avec Théorème de Pasolini? On ne sait pas pourquoi on est attiré par un texte et j'ai lu Tartuffe une fois, 2 fois, et la deuxième fois, j'ai vu la parabole. Et du coup, j'ai un peu senti la main de Pasolini sur mon épaule en me disant: «Mais oui, allez, vas-y, tu as la clé maintenant, montre-le, montre-le ce texte. Il y a quelque chose à dire là». Et à cet endroit du mystère du prédateur, du mystère de l'hypocrite, donc du théâtre, des artifices de la vérité. Et donc, comme j'ai été accompagnée j'étais comme autorisée, j'ai lu en effet, plus je lisais Tartuffe et plus je travaillais sur le texte, sur au fond, ce langage poétique qui fait qu'il est comme un silence. C'est vraiment un langage poétique, c'est pas un langage réel, c'est pas une prose pratique qui fait avancer l'action. Ce sont des alexandrins, donc c'est une langue qu'on ne parle pas. C'est une langue absolument inventée par un poète. Donc, j'ai trouvé mon compte, et il faut avoir le goût du jeu pour monter un spectacle. Et là, j'étais comme autorisée. Pasolini parle souvent de la joie. Et
c'est quelque chose que je partage vraiment avec lui à des endroits très précis. Et la scène, c'est la joie aussi, c'est et le travail de préméditation avant la répétition, avant d'accueillir les acteurs, il y a un doute et une terreur et souvent même quelquefois un doute sur la légitimité à monter tel texte dans sa propre vie et pourquoi cet endroit de notre vie. Au début, on ne voit rien de tout ça. Et là aussi, quelque chose va se révéler, plus on travaille, plus on approfondit. Et en plus, quand on arrive au plateau, à la salle de répétition, la révélation a lieu là aussi. On se dit: «Ah oui, bien sûr». Voilà. On entend tout d'un coup pourquoi on a monté ce texte. Au début, on n'est pas aussi intelligent que ça. Les gens qui font de la dramaturgie a posteriori me font souvent sourire. C'est tellement facile de faire état de son intelligence. Non, au début, on n'a que des intuitions. Et donc être accompagné par un poète pour, comme Pasolini qui est à l'endroit de l'aveu aussi toujours et comme c'est ce que je demande aux auteurs, je dis: «S'il n'y a pas d'aveu, s'il n'y a que du savoir-faire, ça ne m'intéresse pas». Donc à chaque instant où on fait du théâtre, eh bien être accompagné par lui m'a donné, beaucoup de plaisir et il m'a ouvert des portes. De temps en temps, je pensais à Angela Gencelin aussi, je me disais si je bah, tiens, oui, Les Corbeaux, c'est pas mal Les Corbeaux et voilà, j'ai invité Le Corbeau de Angela Gencelin et il y en a plein dans le spectacle. Voilà. La part plastique, comment vous dire? Théorème aussi parce que justement dans ce silence, c'est la part plastique de l'image, c'est ce cinéma-là de la rétine, qui prend le dessus de l'explicatif. Et là, même si j'avais des centaines et des centaines d'alexandrins, il fallait que la part plastique du théâtre soit le vrai récit et que la langue poétique soit simplement une langue poétique. Et voilà, donc c'est c'est très difficile de parler d'une intimité avec un poète. Moi, j'aime beaucoup les morts et particulièrement les poètes morts et c'est quelque chose d'extrêmement intime et donc avoir été accompagnée. Puis après évidemment que dans la structure de la pièce, je voyais cette parabole, je voyais cet envoyé, je voyais cet homme, cette espèce de parasite qui entre dans une famille bourgeoise et qui a une emprise sur les consciences, une espèce de directeur de conscience et qui en fait, lui, Tartuffe, c'est pas un personnage pasolinien. Euh, Peut-être par le charisme qu'il a et qui le dépasse, un peu comme dans The Master, le film, c'est-à-dire qu'il est à la fois très ordinaire et à la fois il est dépassé lui-même et surpris par le charisme qui opère chez lui. Et, et en même temps, c'est un petit escroc parce que lui, il vient dans cette maison euh, pour, euh, pour une prédation des corps, bien sûr, mais une prédation des biens. Il vient dans cette maison pour une mainmise. Et alors, je me suis autorisée je me suis dit, il est envoyé. Il est pas envoyé de Dieu, c'est pas un personnage pasionien, c'est pas un personnage mystique. C'est un pauvre type, c'est un pauvre gars. S'il est là, c'est qu'il a une feuille de route. Et s'il a une feuille de route, c'est-à-dire, il faut séduire Madame Bernel, une emprise sur la conscience d'Orgon, le père, et puis après, d'épouser la fille, et puis séduire la jeune épouse, et puis il fait éliminer le fils héritier. Et séduire le père. Évidemment, être dans l'absolue séduction, non seulement de la conscience, mais aussi du corps du père. Vous le montrez, ça. Il y a une scène bien sûr. d'intimité entre Orgon et Tartuffe. Ah oui, bien sûr, c'est quelque chose. Orgon est dépassé par le charisme et il est comme révélé à lui-même dans la proximité du corps de Tartuffe. C'est un prédateur, Tartuffe. Mais ce qui m'a intéressée, c'est que d'une part, il a la feuille de route d'une secte. C'est pour ça que j'ai fait entrer, parce que plastiquement, ça me plaisait aussi beaucoup. J'ai fait entrer une secte dans la maison, comme ces fameuses compagnies, comme la Compagnie du Saint-Sacrement, etc.,
entrait dans les maisons et c'était comme un contre-pouvoir au pouvoir catholique. Et bien là, voilà, petit à petit, la maison se transforme, comme le psychisme de chacun des personnages, et la maison, le salon se transforme et devient il est peu à peu envahi, comme la conscience Mormon, envahi par la secte. Et la secte est représentée par des corps. C'est un petit clin d'œil Pasolini. Mais il y a un point que vous livrez là, c'est que vous disiez à propos du film Théorème, que c'était pas une œuvre fermée avec sa conclusion, mais qu'il y avait justement une œuvre ouverte, Oui, une opéra aperta, oui, une œuvre ouverte. oui, Parce qu'à un moment donné, vous insistez souvent dans vos mises en scène sur le fait qu'on ne peut pas trancher, que là où on pourrait imaginer un ou bien radical, il y a plutôt un et. La question que je me demandais, je me posais, c'est est-ce que c'est pas ce qui fait cette spécificité de théorème, œuvre ouverte, qui vous permet au fond de, c'est valable pour votre Tartuffe, mais c'est valable pour vos femmes savantes, à savoir que quand le rideau tombe, quand le dernier vers est dit, ce n'est pas vraiment fini. Vous insistez beaucoup sur ce point. Vous mettez même en scène. oui, le théâtre se renouvelle. Le théâtre, c'est sans arrêt tous les soirs. Tous les soirs, on ressuscite. Tous les soirs, on recommence. On n'est jamais au même point. Et non, il y a quelque chose dans ces personnages qu'invente Molière absolument une dimension. Ce qui me fascine, c'est l'ambivalence. Voilà. Alors que d'habitude, notamment chez les personnages féminins, on les, on les, on les place à un endroit absolument fixe. On les fige. On les fige. Mmh. Molière, moi, plus je le lis, je le travaille avec les acteurs, etc., plus j'entends l'ambivalence, c'est-à-dire d'abord la présence du corps. Tout n'est que corps dans Tartuffe. Il n'est question que de ça. Ce qu'on se met sur le corps, comment on s'habille, comment on se tient, comment on se touche, comment on reçoit, et surtout comment on se donne, comment on ne se donne pas, comment il y a prédation de la jeune fille, comment on accapare le corps de l'autre. Mais sans arrêt, même dans le consentement, on sait très bien aujourd'hui que le consentement est une chose très très subtile. Et dans le consentement, il y a une ambivalence. Et chez les personnages féminins, il y a une ambivalence chez Molière. Et c'est ça que je voulais montrer aussi, parce qu'il n'y a rien qui m'agace plus, c'est plus qu'un agacement qui me met en colère que cet aplatissement des personnages féminins. Elmire dans Tartuffe, elle met en scène, elle agit, elle est troublée aussi par Tartuffe. C'est une jeune femme que son mari néglige, parce qu'il est vide, parce que c'est la crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la soixantaine, peu importe. Et elle est, comme elle dit, alors qu'il ne m'a point vue, pardon, son mari, c'est une jeune femme voilà, qui n'a pas son compte. Et donc, quand le prédateur entre dans la maison, qu'il fascine et qu'il accapare son mari, après tout, elle est aussi intéressée. Elle veut expérimenter quelque chose. Le corps, c'est l'objet de l'expérimentation, toute la vie. Et là, elle mire à cette dimension-là de nous dire quelque chose me sera révélé si j'approche le corps de Tartuffe. Et elle irait jusqu'au bout pour une certaine démonstration, bien sûr, à l'égard de son mari, mais pas seulement. Moi, j'y entends bien aussi quelque chose qui veut se révéler chez elle. Parce que justement, son mari la néglige, qu'elle a un corps, que c'est une jeune femme, et qu'après tout, le corps du prédateur, il n'est pas si inintéressant que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un mystère, il y a quelque chose d'une énigme qui l'intéresse.
Et c'est elle qui va mettre en scène, c'est elle qui organise. qui organise le dispositif et qui va précipiter l'action en révélant à son mari dans quelle ambivalence il est lui-même. Sur Molière, comme Pasolini, met le doigt sur le fait que la bourgeoisie, c'est par les biens qu'on réveille la bourgeoisie. C'est par la prédation matérielle, puisque Tartuffe s'est fait maître de la maison, que tout d'un coup, Orgon sort de son déni. Il ne sort, pour moi, et on le voit à la fin du spectacle, il ne sort pas de sa passion pour Tartuffe, au fond. Ça, il est toujours exactement au même endroit. Il est déçu, comme on peut être déçu en amour. Il a une énorme déception amoureuse. Il est dépité, même. Oui, mais en fait, s'il sort de l'emprise, c'est parce qu'on touche à son bien. Que Tartuffe lui dit, maintenant vous allez quitter la maison, c'est pas moi ici, c'est chez moi. Et là, le bourgeois se réveille. Hier, qui est quand même extrêmement malicieux, a bien compris voilà, comment on sonnait les cloches à la bourgeoisie. Mais il y a tant de choses en miroir entre la famille de Théorème que décrit Pasolini et celle d'Orgon que décrit Molière. Il y a un inchangé dans la structure bourgeoise et dans la société aussi. Alors, évidemment, Tartuffe est objectivement une pièce politique, explicitement une pièce politique, mais Pasolini l'est implicitement. La dénonciation de la bourgeoisie que fait Pasolini dans Théorème est au moins aussi forte et peut-être moins artificielle que celle que fait Molière en faisant entendre et donner la parole de Christ. Mais ils sont l'un et l'autre à des endroits en disant le corps, c'est un objet politique. Vous lisez, m'avez-vous dit, de nombreux textes de Pasolini, actuellement, des lettres, des poésies, des textes sur Pasolini, des témoignages, etc. Vous avez un projet sur Pasolini ou avec Pasolini? Oui, il y a deux choses. J'ai pas tout lu de lui tout de suite. Je n'ai pas quelqu'un d'exhaustif. Mais je l'approche toujours comme pour vérifier. Et pour vérifier que la démarche artistique dans laquelle je suis reste, comment dire, réveillée comme ça, et reste un geste poétique. Et puis petit à petit, justement, il y a un axe c'est purement intuitif. Au début, on voit rien, on comprend pas pourquoi. Je me suis mise à aimer Don Juan, le personnage de Don Juan, mais la pièce de Don Juan, et la figure du libertin. Et puis, j'ai senti que ce libertin, si on faisait glisser du XVIIe au XVIIIe, il fallait forcément, c'était un personnage sadien. Et puis, Pasolini s'est invité très naturellement. Et donc, il y a un axe, Don Juan, personnage de Sade, puisque c'est écrit ce personnage qui fait dresser le théâtre partout où il se trouve, 27 ans d'enfermement, toujours le théâtre. Et puis Pasolini, puisque lui-même se pose la question de la jouissance du mal. Donc voilà, il y a un axe qui s'est dessiné. Puis du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi, comme j'ai rencontré un acteur qui a tout à fait cette dimension-là, qui est justement un acteur de révélation, un jeune acteur qui s'appelle Marc Place. Je me suis dit, pourquoi on ne montrait pas Sono Uno, c'est-à-dire qui je suis, cette espèce d'autobiographie qu'écrit Pasolini quelques années avant de mourir. Et on se demande pourquoi, puisque toute son œuvre est autobiographique. Donc, on se dit pourquoi, à un moment donné, il s'est arrêté et il a écrit ces pages-là pour raconter sa vie. Il y a quelque chose de prophétique dans tout ça, officiel en rêve, de prophétie, comme s'il fallait finir le film
pour que le montage soit lisible. Il faut finir le montage pour que le film existe. Et là, donc, il écrit une autobiographie comme pour dire, vous voyez, moi aussi j'ai un destin, ou se dire, moi aussi j'ai un destin. Et quelques années après, il va disparaître, très peu de temps après. Voilà, donc, c'est aussi, vous savez, très opportuniste, le théâtre rencontre un acteur. Il y a une jeune photographe qui a fait une photo de cet acteur Pasolini, ça me revient, qui a fait une vidéo de Marc Blas marchant sur une plage, comme sur la plage de ski. Et j'ai vu ça dans une performance. Et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais voilà, cet acteur, je le connais bien, je l'ai connu très jeune et déjà dans une école de théâtre, je l'ai vu grandir». Et je me suis dit: «Voilà». Aussi par le truchement de cette jeune artiste, cette jeune photographe, les artistes vous ouvrent les portes aussi. Et ouais, je me suis sentie comme autorisée à raconter qui je suis. Alors je sais pas ni où, ni quand, ni comment, mais j'y travaille. Mais cet acteur que vous avez cité, Marcos, Oui, il était extraordinaire dans le jeu des ombres de Jean oui, Bellori. tout à fait. Oui, c'est un C'est un acteur. moment très rare. Oui, il parle de Dieu d'ailleurs. Et oui, Il cite tous les auteurs de qui Dieu. font qui donnent une définition de Dieu au travers des âges, et avec une espèce de force et de jouissance à dire des choses absolument qui se contredisent. Oui, il y avait quelque chose, il y a un élan mystique chez cet acteur. Oui, Est-ce que vous me confirmez que Novarina, dans son texte, qui est l'auteur Jeu des ombres, n'avait cité à propos de Dieu que des hommes et que certains d'entre vous lui ont fait remarquer quand même qu'il pourrait aussi mettre quelques femmes, ce qu'il a fait. non, il fait 2, Mais deux il y avait femmes 2 déjà? femmes déjà. Oui. Sur Oui, 50. oui. Oui, oui. Et je crois qu'il a fait, il en a rajouté quelques-unes, mais ça lui paraissait pas non plus une évidence, donc c'était très intéressant. Dieu masculin. Et ceci dit, son texte est sublime. Le texte a été publié chez POL, pour ceux qui veulent s'y référer. On arrive à la fin de l'entretien Oui, et si vous voulez bien, je voudrais vous poser une question parce que vous avez dit tout à l'heure, presque comme une sorte d'évidence privée, ce qui m'a étonné. J'aime les poètes morts. oui, 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 je me sens très bien avec eux. Et sans doute parce que la notion la notion d'héritage est plus évidente, parce que la promenade est plus simple, l'intimidation est moins là. Voilà, le corps a disparu, c'est pas si mal, après tout. Et on se promène dans quelque chose de beaucoup plus autorisé. Oui, c'est sans doute aussi, quelque chose d'un dialogue mystique aussi, voilà, avec, ce mystère de celui qui est là et qui n'est pas là. C'est quelque chose qui, même dans mon travail sur les objets, me 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 hante, c'est la présence-absence. Donc là, forcément, comme j'y pense tous les jours, je suis très à l'aise avec Pasolini parce qu'il a parce qu'il y a un début et il y a une fin, et qu'à l'intérieur de ces deux limites, c'est infini, comme son film. À propos des poètes morts, Mmh. vous m'avez fait connaître, vous avez mis en scène La Fuite, Oui, Bulgakov et notamment son théâtre. Et il y a oui, une pièce de Bulgakov qui s'appelle Pouchkine, et où effectivement Pouchkine n'apparaît jamais et ça ne cesse de parler de sa mort. oui. Oui, et de la même façon, justement dans Théorème, il y a un plan magnifique où le père malade, très souffrant, l'envoyé prend ses jambes
il les pose sur ses épaules pour le soulager. Et ça vient directement de la mort d'Ivan Ilyich Tolstoï. Son valet, tout d'un coup, c'est un juge qui, pour aller vite, tout le monde connaît ce texte magnifique, mais ce juge qui a tout accompli, ce grand bourgeois comme ça qui est passé, parce qu'il va mourir un peu trop tôt, se rend compte que sa vie n'a pas de sens. Et tout d'un coup, il se rend compte que son valet, qu'il ne voyait jamais, son domestique, après tout, est un véritable homme. Et dans ce geste qui consiste à prendre les pieds de son maître et les mettre sur ses épaules pour le soulager, il y a un rapport d'humanité incroyable. Et ça, Pasolini le fait. Pasolini est absolument pétri de littérature. Et pour lui, enfin, voilà, j'adore ces correspondances-là. Enfin, je veux dire, j'ai été bouleversée par ça, vraiment, et je le suis toujours. Ce plan-là, c'est-à-dire qu'il introduit la littérature russe à cet endroit-là, et il dit, mais au fond, notre questionnement est éternel, c'est toujours le même. Tolstoï s'est posé les mêmes questions d'un juge accompli, un grand bourgeois qui a absolument, soi-disant, tout réussi socialement. Parce qu'il meurt trop tôt, dans son agonie, se rend compte de l'humanité de son domestique, et que c'est son domestique qui, à cet endroit-là, va le soulager. Son domestique saisit son corps, et voilà, il échappe à toutes les... Voilà, il y a une transgression sociale. Et au fond, peut-être y a-t-il dans notre approche du monde, peut-être 10 questions fondamentales et pas une. Alors peut-être, on va laisser la parole en une seule phrase à Pasolini, sur la page 52 du livre. Je vous l'ai lu tout à l'heure parce que elle est époustouflante. Voilà ce qui a été écrit dans la traduction française. Présence dénuée de signification, virgule, et qui constitue pourtant une révélation. C'est la forme, voilà. C'est Par exemple, l'envoyer dans le jardin, il lit Rimbaud. Rimbaud ne nous explique rien, il révèle. Et dites-moi, est-ce qu'à un moment donné n'apparaît pas le texte de Tolstoï, justement, Oui, tout à fait. dans la chambre du père? Oui, avec le titre italien. Bien, Macha Makeyev, je tiens à vous remercier vivement C'est moi qui vous remercie. Voilà, d'être venu discuter avec nous ce soir. Et vous espérez quoi, Salvetti? Oui, j'espère que faire passer l'idée que le lieu du théâtre, pour être sacré, est aussi, si c'est pas un lieu poétique, c'est rien. C'est rien. C'est juste un savoir-faire, et il faut absolument ne jamais s'accoutumer à ça. Et plus le temps passe, et plus on a l'expérience, et plus il faut être extrêmement vigilant à ne pas faire appel à ce savoir-faire, et justement à la révélation. Quand vous avez commencé à intervenir, vous avez parlé du lieu dans lequel nous sommes, un cabinet d'analyse. Et ce que vous avez dit à propos du théâtre, on pourrait l'appliquer exactement à la séance analytique, donc à ce dispositif, au divan qui est pas très loin, à savoir que... C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant. Ou bien la séance analytique sera poétique, ou bien elle ne sera pas. Et ce n'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça, parce que c'est du Lacan dans le texte. Ah, j'aurais appris quelque chose ce soir. Mais c'est parce que nous l'apprenons des poètes, et de vous et de votre travail. Lacan le dit très précisément qu'il le doit à la poésie. Mais justement, pour revenir sur Tartuffe, ce qui me plaît dans le parallèle avec l'envoyé dans Théorème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'ils existent l'un et l'autre. Ils sont peut-être
des fantasmes. Et, et c'est à la fois passionnant et rassurant de se dire qu'après tout, ces personnages si incontrôlés et incontrôlables sont peut-être juste nos fantasmes. Bien. On en reste là, vous êtes d'accord? Bien sûr. À nouveau, merci, Nacha Merci, merci vraiment de m'avoir accueilli. Je remercie la CF d'avoir rendu cette rencontre possible, Patrick Roux, Jean-Louis Morizot, et à tous ceux qui ce soir, en semaine, ont bien voulu nous écouter. À bientôt. Au revoir.